Bienvenue sur le podcast de Transition urbaine, une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions de la fabrique de la ville. Ce podcast est le premier d'une série de dialogues organisés par la chaire Habiter au prisme des limites planétaires. Ce dialogue s'est tenu le 30 mars à l'ENSA de Nantes. Cette chaire, Habiter au prisme des limites planétaires, est portée par l'Institut des études avancées de Nantes, l'entreprise SCE Kéran, l'agence d'urbanisme de la région nantaise et l'ENSA de Nantes. Cette année, la chaire accueille en résidence la chercheuse en anthropologie de nationalité bolivienne et espagnole, Verónica Calvo Valenzuela. Son travail explore les liens entre les sciences de la zone critique, vous savez, c'est la fine pellicule de vie située à la surface de la planète, et une lecture anthropologique des formes d'habitation. Son travail s'articule notamment autour des ateliers Où atterrir, qu'elle a co-développé avec Bruno Latour et mis en pratique avec les ateliers d'architecture Chaha. Dans ce premier dialogue, Verónica échange justement avec Alexandra Arène et Soheil Ajmir Baba, les deux architectes de l'atelier Chaha. D'abord, Verónica repart de la thèse de Bruno Latour pour nous expliquer les enjeux sous-jacents des ateliers Où atterrir. Ces ateliers invitent les participants à revisiter leur manière de décrire et d'habiter les territoires. Il s'agit de repenser et de se réapproprier nos attachements individuels et collectifs, afin de redéfinir notre place et nos capacités d'action. Chaque territoire se révèle pris dans des enjeux d'interdépendance et d'interconnexion à la fois locale et globale. Puis, Alexandra Arène nous explique ce qu'est la zone critique et en quoi ce concept influence la pratique de l'architecture. Vous pouvez aller visiter le site de la Société des objets cartographiques, SOC, le lien est en description, pour visualiser les cartes et graphiques mentionnés dans ce podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition avec un s.city. Bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour à toutes et à tous, d'être venus si nombreux, merci. Aujourd'hui on vous propose une après-midi en deux temps. Donc la première, je suis ravie d'accueillir en fait le studio Chaha, qui est en fait des compagnons un peu de route à partir de cet essai Où atterrir et de toutes les pratiques auxquelles il a donné origine. Donc je reviens au planning de l'après-midi. On va d'abord vous présenter le socle commun théorique à partir duquel on travaille, qui en fait consiste en deux grands éléments, on va dire. D'abord l'essai Où atterrir et les propositions politiques et philosophiques qui sont donc réunies dans cet essai, et ensuite ce concept, cette notion de zone critique à partir de laquelle on travaille aussi tous les trois. Et dans un deuxième temps, on fera donc un atelier à partir de questions qui auront émergé de cette première présentation du socle commun et des différentes pratiques à partir desquelles on travaille tous les trois. D'accord ? Donc je vais commencer. Donc Où atterrir, c'est un essai qui est philosophique et qui est politique, d'accord ? Il part en fait d'un diagnostic
qui est celui de la désorientation complète qu'on vit depuis les années 80. En fait, il fait le diagnostic, c'est que cette désorientation, c'est-à-dire cette à la fois la globalisation, la dérégulation et la dénégation du changement climatique, plus les explosions des inégalités, ne peut pas se comprendre en fait si on ne met pas au centre de cette désorientation l'enjeu climatique. Et donc tout l'effort de l'essai va être de proposer une lecture de cette désorientation et en même temps des clés de lecture pour se réorienter. Donc il part en fait d'abord d'attracteurs en fait depuis les années 80. D'abord un attracteur qui était la mondialisation, deux attracteurs, mondialisation et le local, en fait, qui distribuaient les positions du front de modernisation, c'est-à-dire une mondialisation qui prêchait en fait la mobilité, la diversité des cultures, l'échange des cultures, l'enrichissement à partir de la différence, et un attracteur local qui réagissait, mais qui proposait aussi soit un enrichissement par les pratiques locales, par la diversité des cultures au niveau local et les territoires. Et donc, petit à petit, il y a eu en fait dans ce front de modernisation un global et une mondialisation qui en fait a un peu rendu étroite cette vision du global. C'est ce qu'il a appelé la mondialisation moins, c'est-à-dire à côté de cette mondialisation qui était garante d'une diversité, il est apparu de plus en plus une classe dirigeante qu'en fait réduisait la valeur de ces échanges. Et en réaction, il y a eu aussi un local à côté du local plus qui visait à enrichir cette diversité de tous. Il y a eu un local moins qui est donc le retour à un sol qui est celui en fait pour le dire très clairement de l'extrême droite. Et en fait, il y a eu donc un déplacement aussi, il y a eu une perte de capacité à identifier où se situait le front de modernisation, quelle était la valeur qu'on pouvait donner encore à ce front de modernisation, étant donné le déboussolement total. Est-ce qu'on va vers une mondialisation alors que les ressources ne sont plus celles qu'on pensait et qu'en fait, il y a une universalité qui est celle du sol qui se dérobe. Et donc manque de possibilités de situer ce front de modernisation et en même temps donc un local qui se referme et qui prône en fait une reterritorialisation mais qui en fait aussi critique en fait se ferme et critique cette capacité à diversifier les territoires, à accueillir des migrants en fait. Donc elle réagit aussi à ce sol qui se dérobe. Font le diagnostic que ce sol n'est pas le même pour tous, et donc il y a un refermement. Et donc, à partir de cette perte d'orientation, qui est aussi une perte d'orientation de la gauche et de la droite, et de l'électorat, il propose de penser à un troisième attracteur, qu'en fait, donc tout l'effort de l'essai, c'est de l'identifier, de lui donner une chair, de le qualifier, parce que si on n'arrive pas à le qualifier, en fait, on ne comprend pas comment est-ce que ces deux pôles attracteurs anciens, le global et le local, n'arrivent plus à absorber politiquement les enjeux climatiques. Sauf, bien évidemment, un quatrième attracteur qui serait le hors-sol, qu'on connaît tous, qui est en fait un peu caractérisé par la figure de Trump, donc qui est en fait acte le fait que les ressources ne sont plus les mêmes pour tout le monde, et donc décide d'afficher très frontalement le fait de vivre hors sol et de ne pas inclure, de ne pas prendre acte que ce sol se dérobe pour tout le monde. Donc, ce troisième attracteur que Latour appelle, il y a quand même un moment où il dit les seuls acteurs politiques qui ont essayé de qualifier en fait depuis les années 70 le troisième attracteur, c'est les mouvements écologiques. Ils ont fait un effort pour promouvoir une politique objet, c'est-à-dire de mettre sur le devant de la scène et dans l'échiquier politique des nouveaux objets, les haies, les zones humides, dénoncer les dysfonctionnements, mais il constate que il y a un échec à
que je pense on partage tous, puisque développement, enfin écologie, économie continuent à être des opposés. Donc il y a un échec de ces mouvements à repolitiser, repolitiser pour tout le monde et à prendre acte de ce perte de repère gauche-droite et donc à proposer une politique qui n'est pas en fait une politique qui se suffirait qui pourrait être suffisante dans le sens de mettre des objets politiques, des nouveaux objets politiques sur la table, mais à parler du sol et du territoire. Donc à comprendre que c'est des modes de vie, des valeurs qu'en fait sont à définir par tout le monde et donc une incapacité à refaire ou à repolitiser le territoire. Et donc une fois fait ce constat, il propose donc de définir ce que c'est que ce terrestre. Donc un nouveau attracteur qui était un peu invisible, qu'on n'arrivait pas à situer et qui en fait positionne en fait toute la, donc là sur le schéma vous le voyez en fait, il réoriente en fait tous les efforts de positionnement politique. Et qui en fait, en gros, c'est une nouvelle géopolitique, d'accord? Donc c'est une politique, géo au sens de terre, mais ce n'est pas la nature, puisque ce n'est plus question ce n'est pas qu'une question de nature, ce n'est pas le sol ancien du local, ce n'est pas non plus, il dit que ça peut être Gaïa, mais ça serait trop difficile il y aurait trop d'incompréhension. C'est en fait ce territoire dans lequel en fait se vont rejouer toutes les positions et dans laquelle la terre en fait intervient comme acteur politique. Et ça me permet de faire un peu une petite parenthèse méthodologique parce que parler de la terre comme nouvel agent politique n'est peut-être pas compréhensible par tout le monde. Là, peut-être qu'il faut un peu revenir à cette théorie de l'acteur réseau, en fait, qui dans les années 80 a été totalement dévouée en France, mais qui a eu quand même beaucoup de succès à l'étranger, qui aujourd'hui, en fait, tout le monde fonctionne par acteur réseau sans s'en rendre compte, mais en gros, l'idée de la sociologie de l'acteur réseau, c'est de dire, en fait, on ne comprend rien à ce que c'est, par exemple, un troupeau de moutons, si en fait on ne prend pas en compte le berger, les certificats de vaccination, des lois. En fait, il y a des acteurs qui convoquent un réseau d'entités par lequel ils agissent, d'accord ? Et par lequel ils agissent et qui donc, si on comprend que il y a des entités qui font faire, c'est-à-dire qui permettent, qui sont agentes, en fait, ça donne une sociologie et une politique qui est complètement différente parce que ça définit le monde autrement, c'est-à-dire qu'on a des agents on considère qu'il y a des agents qui sont politiques et qui sont sociologiques et donc qui agissent, qui font faire aux autres. Et c'est un peu donc aujourd'hui en fait tout le monde est d'accord sur le fait que l'eau est un agent, peut être un agent politique, que l'arbre peut l'être aussi dans un projet d'aménagement. Donc en fait c'est des choses qu'on a petit à petit intégrées, mais qui donc sont à travailler en soubassement de l'essai pour qualifier ce terrestre qui agit. Donc un territoire qui ne peut plus être le sol et qui ne peut plus être le global, puisque en fait on ne sait pas en quoi il consiste et qu'il faut redéfinir tous ensemble. Et qui en fait agit à nos actions. Donc et c'est là où toute société ou tout groupe humain, aussi sage soit-il, ne sait pas, on n'a jamais su comment réagir à l'action de tous les humains que nous sommes sur Terre. Donc en fait, il y a aussi on peut se tourner vers des pratiques locales, mais il y a tout cet effort de redéfinition de ce territoire qui est à faire et qui est à faire donc de façon terrestre, en prenant acte de la terre qui agit et qui nous fait agir et qui donc réoriente la politique. Ce terrestre donc il oblige forcément, s'il y en a plus de global ni de local,
il consiste aussi, comme acteur politique, à faire s'intéresser, en fait, à donner un corps et une forme au monde différentes qui puissent en fait produire des attitudes politiques différentes. Et c'est là que la redescription du territoire est fondamentale, puisque il parle du principe que la politique, c'est définir des valeurs, c'est définir un projet commun. C'est des attitudes que l'on a parce que on a un poids, une forme du monde qui nous fait agir d'une certaine façon et avoir une certaine attitude. Et donc, ce terrestre ou cet acteur politique que nous sommes doit en fait produire des nouvelles attitudes en redéfinissant le poids et la forme du monde. Et donc, ça passe forcément par une redescription du territoire et des positionnements différents. On a beaucoup critiqué la tour de dépolitiser, en fait, mais quand on lit bien l'essai, en fait, il s'adresse de façon très directe aux luttes marxistes, à la lutte de classe. Il dit, mais en fait, la lutte de classe, elle a toujours été géosociale. Et c'est pas pour rien que quand Exxon publie un rapport en disant que il y aura plus de ressources dans cette échelle de temps, il commence aussi une campagne pour nier le changement climatique. Donc en fait, il dit qu'il faut prendre en compte la lutte des classes, mais il faut réintroduire dans la lutte sociale, lutte géosociale, parce que ces classes sociales, elles reposent sur des enjeux de ressources. Donc pas de refus en fait de l'analyse marxiste ni matérialiste par la nouvelle géopolitique, mais de réapprendre comment se redistribue cette question sociale. Et donc, pour ce faire, dessiner une carte des luttes de ces places géosociales, une carte assez précise pour repérer quels sont leurs intérêts, avec qui elles vont s'allier et contre qui elles vont se battre. Et par rapport, donc les implications par rapport à la science, elles sont aussi de cet attracteur terrestre, elles sont immenses, puisque vous comprenez bien que les anciens objets, les objets galiléens ou la nature-univers ne va pas servir à remettre la chair de ce terrestre ou à le définir. En fait, il faut des sciences spécifiques, il faut une rationalité, mais il faut donc des sciences qui partent de une diplomatie en fait scientifique, mais je vais pas on va vous expliquer pourquoi en fait du coup la zone critique est fondamentale, mais en fait il faut pas que dans cette redéfinition du terrestre on s'encombre des sciences royales, mais que ça soit une science qui permette en fait de repositionner en fait tous ces enjeux. Donc une science assez spécifique qu'on va vous décrire dans un moment. Et en tant que projet politique, donc finalement, de bien faire la différence entre ce qui était un système de production et ce qu'il appelle un système d'engendrement. C'est-à-dire que on passe d'une analyse en termes de système de production, c'est-à-dire passer de la liberté dans le premier à la dépendance dans l'autre, dans le système d'engendrement, passer d'un rôle humain central dans le premier, dans le système de production, à un rôle distribué dans l'autre, passer de produire pour les humains des biens à partir de ressources à engendrer des terrestres. Tous les terrestres et pas seulement les humains. Et cela passe forcément par cultiver des attachements, ce qui est difficile car les animés ne sont pas initiés à des frontières et n'arrêtent pas de se superposer, de s'enchevêtrer, de s'intriquer les uns les autres. Et très, très important, ce terrestre qui en fait prend acte de nouveaux régimes climatiques ne déplace pas la centralité de l'être humain. Ce qu'il fait, c'est définir ce que l'humain est, en fait, redéfinir sa composition, sa présence, sa figuration, sa destinée, et ça va modifier aussi donc toute la définition de ses intérêts. C'est-à-dire si l'humain, il est central, mais il est à recomposer, à redéfinir, dans sa destinée change, s'il est figuré et présent d'une façon différente, cela va aussi définir autrement ses intérêts. Et va donc nous amener vers cette proposition d'engendrement des terrestres.
Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je vais pas été trop longue. J'ai essayé de faire vite. Ok. Donc maintenant, donc dans Où atterrir, il commence à parler de zone critique. C'est 2017, hein. C'est octobre 2017. Et à partir de là, il va commencer une anthropologie des sciences de la zone critique. Et c'est un peu dans cette continuité que travaille Alexandra. Enfin, qu'on travaille tous les trois, en fait, finalement. Ouais. Et donc voilà, et c'est très important pour comprendre comment est-ce qu'on peut aussi travailler cet attracteur 3, de comprendre ce que c'est la zone. Ouais. Merci. Donc nous, on est atelier chat, en fait, un atelier d'architecture urbanisme. On est aussi peut-être connu sous le nom de SOC, Société d'objets cartographiques. On a travaillé en fait ensemble avec Véronica et avec Bruno Latour sur justement ces questions d'atelier, de redescription de territoire, et aussi sur l'enquête dans la zone critique. Et notre contribution, on va dire, c'était surtout aussi des représentations visuelles. Donc comment on fait pour cartographier aussi ces attachements, cet attracteur dont nous a parlé Véronica, et puis in fine aussi cette nouvelle terre, cette zone critique. Donc on a aussi, on n'en a pas mis là, mais c'est intéressant aussi de voir la trilogie terrestre de Frédéric Aïtouati avec Bruno Latour, qui là nous plonge vraiment dans un imaginaire, c'est-à-dire comment on se représente aussi la Terre, donc par le biais du théâtre, qui est un peu plus sensible aussi, et dont Où atterrir aussi tout le travail de Bruno était vraiment à la croisée de différents médiums, que ça soit l'écrit, les expositions, le théâtre. Et je trouve que ça, c'est important aussi de le redire, l'espèce d'écosystème qu'il a pu générer, et d'où tout ce travail est parti. Donc voilà, bon, ça c'est notre présentation, et je vais aller assez vite sur ça. Donc notre spécificité un petit peu, c'est de travailler sur différents sujets. Que ça soit de quelque chose de plus classique, peut-être d'urbanisme ou d'architecture, mais aussi de recherche-création, de recherche-action. Donc on est aussi enseignant à côté. Et donc on essaie aussi de faire des expositions, de faire des workshops, de faire de la cartographie. Donc je vais essayer de présenter un petit peu, mais en lien avec des projets particuliers. Donc ça, c'est un peu les 3 livres qu'on a fait à plusieurs, en fait. Terraforma, qui a été écrit avec Frédéric Aïtouati et Axel Grégoire. Comment atterrir, donc on va surtout en parler aussi de ça. Une boussole pour le monde qui vient, avec Bruno Latour et le consortium Où atterrir. Et puis Gaia Graphique, qui est vraiment l'exploration de la zone critique, et que ça est plus issu de ma thèse. Et donc là, l'idée, c'était de vous faire un petit topo sur la zone critique, parce que peut-être certains n'ont pas du tout entendu parler de cette question. Et sachant que la prochaine fois, ce sera Jérôme Gaillardet qui viendra la présenter plus en détail. Donc je vais faire vraiment une toute petite intro, parce que lui, il va plus te parler après des processus de fond. Donc la zone critique, c'est pas justement le globe, c'est pas non plus que le local, mais c'est une fine pellicule à la surface de la Terre, là où tout interagit et où tout se crée. C'est là aussi où on vit. C'est pour ça qu'elle est critique, parce qu'elle est menacée par nos activités en grande partie. Et c'est là où le sol se crée, où il y a un processus de soulèvement des minéraux qui vont remonter, où il y a l'eau qui s'infiltre, où il y aura des dynamiques d'érosion, d'altération. Et cette zone, en fait, elle est étudiée par ces scientifiques de la zone critique, dont un observatoire est aussi à Nantes. Et là, ils étudient la zone critique urbaine. Donc on les a rencontrés d'ailleurs, moi je les connaissais pas même. J'ai fait plusieurs observatoires, mais pas celui-ci, dans les journées d'études Oscar il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc voilà, vous pouvez aussi, si vous voulez, les contacter, parce que je pense que c'est intéressant de se relier. Donc voici un peu le réseau à la fois français, donc qui s'appelle Oscar, et puis l'initiative américaine qui s'appelle Critical Zone, d'où là un peu a été importée en France, afin de constituer des observatoires de la zone critique à partir d'observatoires déjà existants. C'est ça qui est important à signaler, c'est qu'il y avait déjà des initiatives, mais là l'idée c'était de mettre ensemble différentes disciplines scientifiques qui normalement se parlent pas du tout. Donc ça, c'était aussi un peu une surprise quand je suis rentrée un peu là-dedans, de se dire que en fait l'hydrologie est un peu séparée de l'écologie, de la météorologie, de la géophysique, etc.
Et donc, ce qui est intéressant dans cette zone critique, en tout cas pour de point de vue d'un architecte aussi, c'est que ça nous fait changer de point de vue sur ce qu'on appelle la nature, qui en fait passe d'une nature un peu décor, comme on a peut-être l'habitude de se la représenter, à une nature vraiment processus et très très dynamique, et dans lequel on fait partie pleinement, on est des agents de transformation. Donc, ce qui est pas non plus très loin, nous, de nos pratiques aussi, voilà, en tant que paysagiste ou architecte ou urbaniste, c'est on sait qu'on est moteur transformateur. Et là, on arrive dans la zone critique à le voir en tant que perturbateur de cycles, par exemple biogéochimiques. Donc, voici différents terrains. Donc certains instruments des scientifiques vont être très low-tech, faire des petits prélèvements, puis mettre en réseau tout ça. D'autres vont être un peu plus high-tech. Il y a des micro-labs qui s'installent complètement dans le paysage. Et donc chaque instrument va nous donner une façon de voir le paysage un peu différente, plus complexe aussi, avec plus d'agentivité ou d'agents ou d'entités dont nous parlait Véronica. On est tous dans cet acteur réseau. On est relié à une particule, à un phénomène météorologique. Donc c'est ça aussi l'acteur réseau, ça étend la prédominance humaine à différents non-humains. Donc on n'est pas tout seul d'humain à humain. Donc il y a aussi un parallèle entre ces terrains des scientifiques et puis nos terrains en tant qu'architectes urbanistes. Et pourquoi on en est arrivé à s'intéresser à ces zones critiques aussi, c'est parce que la plupart d'entre nous peut-être arrivent sur des terrains qui sont un peu endommagés, en ruine, et donc là on arrive toujours un peu à la fin du processus, et l'idée c'est de se demander qu'est-ce qui fait que on en est là, et est-ce qu'il y aurait pas un moyen d'éviter un petit peu, je sais pas si on peut éviter la catastrophe, mais en tout cas la comprendre pour mieux ensuite l'appréhender sur d'autres territoires. Donc il y a ce parallèle qui était intéressant, et juste du coup l'idée, c'était peut-être aussi, maintenant, de pouvoir aussi s'associer avec ces scientifiques en tant qu'architecte ou aménageur, justement pour mieux comprendre ces territoires et avoir une action aussi. Parce que nous, on est plus dans la performance, c'est-à-dire dans l'action, alors que les scientifiques sont plutôt dans l'observation. Mais on s'est dit que avoir ces terrains communs pourrait finalement ce serait une bonne association pour ce terrestre, on va dire. Quand j'ai commencé en fait ces enquêtes dans la zone critique, une des questions que me posaient les scientifiques, c'est que la zone critique, on la voit pas à l'échelle du globe. Vous voyez, là, il y a une petite petit zoom qu'on doit faire pour pouvoir se la figurer. Elle est très fine, comme je disais, c'est quelques kilomètres ou même des fois quelques centaines de mètres en haut et en bas. Donc il fallait trouver, donc avec le philosophe Bruno Latour et puis Jérôme Gaillardet que vous allez voir, une façon de pouvoir voir la zone critique dans son entièreté. Donc on a proposé de renverser un petit peu le globe, de le couper en deux, de le renverser et de positionner l'atmosphère au milieu et puis les roches en périphérie. Ça, c'est un peu notre nouveau modèle cartographique pour ensuite aller sur les terrains et puis cartographier cette zone critique avec de nouvelles représentations visuelles et éventuellement ensuite tous les cycles biogéochimiques qui vont se passer à l'intérieur. Donc ça, je décris plus amplement dans le livre, mais c'est pas tout l'objet, mais c'est juste pour vous montrer aussi un peu les différents fils en fait à partir de où atterrir on a pu tisser aussi en termes de visualisation, représentation. Juste pour vous donner peut-être juste une idée de qu'est-ce que ça donne comme carte de la zone critique. Donc là, on est dans une forêt des Vosges, que vous avez vu qui était endommagée par les pluies acides. Donc c'est un observatoire qui se situe ici. Et donc l'idée, c'est de pouvoir cartographier chacun des instruments positionnés par les scientifiques dans le paysage pour essayer de comprendre quelle façon, comment ça redéfinit une cartographie du paysage, plutôt une cartographie zone critique. Ou bien ce troisième attracteur, je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, avoir une cartographie non pas d'un point de vue surplombant, un peu au-dessus, mais avoir une cartographie de chacun des points de vue.
des sensors, des capteurs. Donc là, par exemple, c'est des géophones qui vont nous permettre de cartographier la porosité du sol, comment l'océan filtre à l'intérieur, etc. Donc, on a plusieurs capteurs. Donc, c'est les scientifiques qui les placent. Et puis, nous, on va sur les terrains, puis on essaye de comprendre ce qu'ils font. Ça s'appelle des enquêtes ethnographiques. Chacun nous donne des indications. Donc là, c'est la météorologie. Là, ils sont capables, en fait, de voir que les pluies acides, donc le sulfure qui crée les pluies acides, transite depuis l'Asie en 20 jours sur la forêt des Vosges, ce qui est quand même assez court. Et donc, vous voyez aussi comment ça redéfinit un peu le local et le global. Parce qu'on n'a pas, c'est pas tout va être perturbé par ces pluies acides, mais ça va tomber à un endroit précis parce qu'il y a des conditions météorologiques à ce moment-là. Et voilà, donc il y a cette connexion entre les sites émetteurs et puis les sites qui vont recevoir. Donc c'est ça que ça redéfinit aussi la zone critique, c'est la façon dont chaque lieu est relié parce qu'il y a des phénomènes terrestres qui vont se passer, mais c'est pas non plus le local comme on a l'habitude de voir avec le globe. Donc il y a d'autres instruments qui nous permettent aussi dans cette forêt de voir la quantité d'eau potable disponible. Donc avec aussi tout un tas de problématiques liées à la sécheresse. Sécheresse qui provoque du coup le dépérissement des arbres, mais qui sont aussi des pins, donc des épicéas qui du coup sont acides en eux-mêmes, donc qui augmentent l'acidité liée aux pluies acides. Voilà, tout un tas de problématiques. Et ici, par exemple, ils font aussi beaucoup de courses un peu, d'échantillons de roches pour voir où l'eau passe dans cette masse de granit. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut prendre en compte la géologie et finalement aussi ce temps long de la constitution d'un sol ou même plus profondément, parce que c'est là où l'eau passe aussi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que les cartes qu'on a pour travailler sont aussi des cartes qui sont très superficielles finalement. Donc comment on arrive à aller plus en profondeur, donner de la profondeur à la surface, on va dire, pour pouvoir cartographier tout ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi tout ce qui se passe au-dessus, puisque le dessus va aussi provoquer, par exemple, ici, les pluies acides. Donc voilà. Donc voilà la carte un peu finale, donc qui est plus difficile à lire aussi. Donc en général, quand on fait, donc on travaille aussi avec les scientifiques, on les imprime en grand sur des tables pour qu'on puisse aussi travailler. Donc c'est moins frontal. Et donc là j'avais remis ça. Je sais plus quoi. Bon, juste pour la tâche de la connaissance cesse d'être d'unifier la diversité sous la représentation, mais devient celle de multiplier le nombre d'agentivités qui repeuplent le monde. Et je crois que ça c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'acteur réseau et puis sur la redescription de nos attachements aussi dans les ateliers qu'on peut faire. Donc voilà, on continue aussi ce travail cartographique dans d'autres observatoires, justement aussi pour comprendre la diversité de nos territoires, de nos paysages, de notre terre. En fait, c'est que finalement, c'est plutôt des patchs qui vont être appréhendables plutôt que le globe en entier. Donc, c'est une science qui est assez différente de la météorologie ou de la climatologie qui va essayer de comprendre l'entièreté. Ici, en fait, les spécificités de sol fait que on est obligé à chaque fois d'instrumenter, d'aller sur le terrain, à chaque fois dans des observatoires précis pour comprendre la diversité de la Terre, tout simplement. Donc, il y a toujours cette tension, on va dire, entre un local et puis un global. Je pense que je vais avancer. Là, c'était du coup une autre carte plutôt en Bretagne où là, le problème, c'est de comprendre la circulation de l'eau en milieu souterrain à Plomeur, qui est une commune où il y a le plus de taux d'urbanisation, le taux le plus rapide d'urbanisation. Et donc, ils vont poser des problèmes de ressources en eau potable. Donc, il y a un observatoire qui est très actif pour comprendre ce qui se passe dans le milieu souterrain, l'eau invisible, comme ils l'appellent, qui a différents âges, qui va transiter différemment, qui est très, très, très complexe. Et puis des microvies aussi qui se trouvent dans les milieux souterrains, qui constituent une biomasse
éventuellement supérieure à celle en surface. Donc c'est aussi intéressant de la comprendre parce qu'elle va dénitrifier certains, dénitrifier les roches. Elles vont manger en fait les nitrates, je veux dire. Et donc c'est des communautés qui peuvent se transformer en fonction des nutriments qu'elles reçoivent. Donc ce qui est quand même hyper important. On connaît le phénomène d'algues vertes en Bretagne, donc voilà. Donc et sans transition, voire avec transition dans les ateliers.